Merci à nos internautes qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui avec le maire du district dans le cadre des grandes interviews que nous réalisons de temps en temps avec nos grandes personnalités de la République. Aujourd'hui, nous allons aborder avec monsieur le maire la question sur les échéances à venir, les échéances régionales. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un incendie a ravagé le marché rose de Bamako. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Après avoir rendu grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je voudrais donner un bonjour fraternel à tous les internautes, leur demander davantage de soutien, de bénédictions et de prières à notre cher pays et à notre chère ville Bamako. Avec cette information sur l'incendie, énième incendie sur la ville de Bamako, avec un bilan très lourd. J'ai fait le tour avec le ministre de la décentralisation, le ministre Alassane Agmoussa, pour constater le sinistre événement. Les cœurs sont très attristés au nom du conseil du district de Bamako, au nom de l'ensemble des populations. Je voudrais témoigner de notre solidarité vis-à-vis des victimes et leur témoigner de tout le soutien du conseil municipal et de notre département de tutelle. Vous avez dit c'est la énième fois. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures pour nous éviter ça désormais? C'est dans le sens justement de la prise de ces mesures que le président de la République a posé la première pierre le 22 septembre, jour de l'indépendance de notre pays, pour dire combien c'est important la prise de cette première pierre pour la reconstruction du marché rose et des halles aux légumes, afin que Bamako connaisse un marché qui sera soumis aux normes internationales. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir des bailleurs de fonds qui ont pu mobiliser la somme de 37 milliards pour que cette reconstruction commence au plus tard le premier trimestre 2018. Alors, vous êtes candidat pour les élections régionales prévues pour le mois d'avril 2018. Alors, qu'est-ce qui motive cette candidature quand on sait que ça fait maintenant plus de 10 ans que vous êtes à la tête de la mairie? La confiance des camarades du parti, la confiance des populations de Bamako, la confiance de tous ces partenaires qui ont souhaité que nous puissions consolider les acquis, que nous puissions continuer avec les perspectives, les bonnes perspectives que nous avons pu établir pour la ville de Bamako, pour le devenir de Bamako, surtout à travers le grand projet Bamako Horizon 2030 que nous avons élaboré avec l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers, l'ensemble de nos amis jumelés, c'est-à-dire les villes jumelles, les villes de la coopération décentralisée, les grandes associations à travers l'Afrique, à travers le monde, qui nous ont accompagnés depuis 2007. C'est ce qui a fait que, d'abord, la coordination ADEMA de Bamako, c'est-à-dire les 6 sections de Bamako, l'ADEMA est bien implanté, nous sommes dans les 6 sections de Bamako, on souhaitait que Adama Sangaré soit le candidat à l'unanimité et par la suite, je pense que vous êtes là, vous savez tous les autres partis qui ont souhaité effectivement que Adama soit là pour que le challenge soit gagné. Bamako Horizon 2030, vous pouvez en parler un peu? Bamako Horizon 2030 est un document que nous avons élaboré avec un certain nombre de partenaires. Les ateliers de Cergy, c'est-à-dire c'est un cabinet d'architecture qui se trouve au niveau de Cergy, au niveau de la République française. En 2010, le président du Conseil d'administration de l'Agence française de développement, André Pierre Périssol, a souhaité aider la ville de Bamako. Lorsqu'il est venu, nous lui avons fait comprendre qu'on a un certain nombre de problèmes à Bamako, surtout dans le cadre de la mobilité urbaine, vu la démographie galopante,
que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il a fait venir des ingénieurs vraiment rompus aux techniques de développement des villes qui sont venus rester à Bamako durant plus d'un mois pour voir concrètement les 64 quartiers de Bamako, les 2 rives de Bamako, la périphérie de Bamako. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin qu'il puisse y avoir de nouvelles centralités? Je l'avais dit, M. Périssol, je pense qu'il nous faut encore 2 ponts supplémentaires pour que nous puissions avoir 5 ponts vers la commune 4, vers la commune 6. Il a dit, monsieur le maire, vous allez mettre 10 ponts à Bamako, tous les jours, ce serait le même bouchon de 7h à 10h. C'est pour dire qu'il faille nécessairement développer notre rive afin qu'il y ait autant de supermarchés, autant d'équipements marchands, autant de centres de santé, autant d'établissements scolaires pour sédentariser les populations à un certain moment. Bref, nous avions pensé qu'à un certain moment, il faut nécessairement un schéma d'urbanisme de la ville qui puisse travailler de façon rationnelle, de façon maîtrisée et de façon pour que les statistiques tiennent dans le cadre du développement que nous voulons pour la ville de Bamako. Alors, à Bamako, il y a un problème avec l'assainissement. Il y a aussi la question foncière qui se pose avec acuité. Est-ce que vous avez des réponses concrètes à ces faits? Le problème du foncier, je pense qu'il est voulu par l'État de cette manière. Lorsque le président Alpha Mor Konaré a voulu d'une décentralisation intégrale, je pense qu'il a mis en place, il a créé le ministère de l'urbanisme et des domaines de l'État. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'il faille nécessairement faire la dévolution des biens aux collectivités. Il n'y a pas de cadastre. Pour un plan donné, il y a ex-propriétaire sur les parcelles parce que à chaque fois, dans le cas des régularisations, dans le cas des attributions, après les affectations, les mêmes parcelles reviennent, mais sous des appellations différentes. Le maire qui fait confiance aux techniciens reçoit des documents et en fait le tour des services techniques, bon à signer, on signe. Après la notification, les documents vont au niveau des domaines, les gens payent les frais d'édilité. Les frais d'édilité vont où? Ils vont dans les caisses de l'État. Et après, on donne des permis qu'on appelle aujourd'hui des concessions à usage d'habitation aux propriétaires. Et souvent, il y a 2, 3, 4 attributaires qui se retrouvent sur la même parcelle, mais avec des noms différents. Si la dévolution des biens était faite, que les 6 communes de Bamako, chacune des communes savait où étaient les limites de son espace foncier, je suis certain que très facilement nous allons sortir de ça. Les anciens quartiers comme Badlabou, comme l'Hippodrome, comme Boulkassoumbou, comme Lafidjabou, comme Amdalaï, tous ces quartiers dont les lotissements ont été faits par arrêté du gouverneur du district de Bamako, dans le cadre de la décentralisation, reviennent dans la compétence du maire du district. C'est dans ce sens-là que des gens sont sur des terrains il y a 20, 30, 40 ans, ils n'ont aucun document. Quand ils viennent à nous dans le cadre des régularisations, il faut nécessairement que dans le cas de l'opportunité, de notre responsabilité, nous puissions leur donner des documents qui puissent faire en sorte que cette responsabilité, cette propriété revienne aux gens qui ont acquis ces parcelles depuis des temps immémoriaux. Ce problème foncier n'est pas propre aux municipalités. Nous avons vu plusieurs fois des titres fonciers délivrés par l'État avec des doubles, triples attributions. Il y a une banque vers l'INSUP qui, au niveau, lors de sa construction, a fait l'objet de plusieurs procédures. Est-ce que la procédure a atteint sa fin? Je me le demande. Donc c'est pour dire que le problème foncier de Bamako, le problème foncier du Mali, ce n'est pas un problème propre aux mairies, ce n'est pas un problème propre à la mairie du district, c'est un problème du Mali qui doit être réglé si on a un cadastre pour que chaque parcelle soit immatriculée, chaque parcelle soit identifiée et que l'ensemble des propriétaires puissent avoir des documents. Aujourd'hui à Bamako, je pèse les chiffres, il y a 60-65% des maisons qui sont à Bamako qui n'ont pas d'autorisation de construire. Pourquoi? Parce qu'en réalité,
les gens font des demandes d'autorisation, ils peuvent effectivement entraîner. Conformément à la loi, après 15 jours, après 20 jours, ils ont l'autorisation de construire de façon tacite. C'est pour cette raison, j'ai dit, il faut nécessairement que dans le cadre de cette opportunité, nous puissions leur donner des documents y afférents, faire des plans de raccolement qu'on envoie au chef de la circonscription administrative dans le cadre de la régularisation. Concernant l'assainissement, Bamako aujourd'hui dépasse les 3 millions d'habitants. Il y a 3 ans, l'État nous a mis en contact avec une société marocaine dénommée Ozone. Et nous avions à l'époque dit aux autorités que la ville de Bamako n'a pas les moyens de payer les prestations parce qu'il s'agissait de payer à Ozone un forfait de 9 milliards par an. Et nous avions dit à l'époque que Bamako souhaite avoir 4-5 milliards pour développer la voirie, équiper la voirie en ressources humaines, en ressources matérielles et faire assez de pédagogie afin que les populations adhèrent à l'assainissement de la ville de Bamako dans le cadre de développement participatif. Malheureusement, l'État nous a dit, allez-y, nous allons vous accompagner. Après les 4-5 premières années, vous allez vous substituer à l'État. Ça va trouver que les redevances aux zones sont créées et les populations étant les propres responsables de leur environnement. Mais puisque nous avons dit dès le départ, le conseil du district avait carrément rejeté cette convention de délégation des services publics, puisque n'ayant pas les moyens, effectivement, par rapport au contenu de cette convention. 2015, ils ont commencé à travailler. Le premier problème, c'était quoi? Il n'y avait pas de décharge finale. C'est des gens qui étaient effectivement bien outillés. Je pense qu'ils sont venus par l'entremise du roi du Maroc. Ils ont fait de gros investissements. Mais après l'assainissement des lieux, il y avait un problème de décharge pour aller évacuer les ordures. Nous avons terminé l'année 2015. Et à la fin, au début de l'année 2016, ils ont commencé à déposer des décomptes qui restaient impayés. Et en fonction de cette répétition, nous restons devoir aujourd'hui à cette société entre 12 et 13 milliards. Donc comme c'est une société qui n'est pas venue dans le cadre de la philanthropie, ils ont commencé à travailler avec beaucoup moins d'engouement, ce qui fait aujourd'hui que tout ce que nous avions prévu avec Ozone n'arrive pas à voir le jour. Nous sommes dans le cadre de la relecture de la convention avec les partenaires pour voir dans quelle mesure les taxes que nous avons créées, la redevance Ozone, puissent être effectivement rentables afin que nous puissions payer les Marocains et voir comment ils peuvent davantage investir pour que les 6 communes de Bamako soient des communes propres comme nous le souhaitons. Et à un moment donné, on avait parlé de la question du tramway. Où en sommes-nous avec la question? Vous savez que ce genre de projet est un projet lourd. C'est un projet lourd. Le président a été en son temps dans le cadre du jumelage entre Bamako et Strasbourg, lors d'une de ses visites au niveau du Parlement européen, avait souhaité effectivement voir le tramway à Bamako. À l'époque, il y avait une société à Strasbourg, la société Robert Law. Robert Law et ses partenaires sont venus à Bamako, ils ont fait des études. Effectivement, l'avant-projet sommaire a été réalisé. Et à l'époque, on a même pu signer une convention avec une société jordanienne du nom du groupe Catron, à plus de 400-500 millions d'euros. Et effectivement, il voulait faire 2 lignes. Il y avait une ligne qui devait quitter la Yirimajo, Nyamana Yirimajo, jusqu'à la gare centrale, qui passait par le pont des Martyrs. Il y avait une deuxième ligne qui devait quitter Kati pour Mourouabou, avec des axes, effectivement, d'arrêt, avec des arrêts, où les Sotrama et les Dourouni, qui devaient rentrer dans la société d'économie mixte, qui devait gérer les tramways, étaient là pour que les populations puissent vaquer à leurs occupations. Tant que nous n'avons pas ce genre de transport collectif moderne, c'est vrai que la mobilité de Bamako va être un problème très sérieux. Mais d'ici là, nous sommes en train de voir avec nos partenaires qu'est-ce que nous pouvons faire pour soulager la population afin que tous les matins, les gens puissent vaquer à leurs occupations. Alors, si vous êtes élu à l'issue des élections, à quoi les habitants de la capitale peuvent s'attendre dans l'immédiat comme changement que vous allez apporter dans
leur façon de vivre. Nous avons la chance, quelle chance nous avons? La chance d'être là il y a 10 ans. Donc la chance de savoir quels sont les problèmes de Bamako. La chance de savoir quelles sont les solutions apportées au Bamako. La chance d'être avec cette administration qui est engagée aujourd'hui à faire en sorte que les Bamakois soient dans le meilleur des conforts. Le gouvernement de l'actuel Premier ministre est engagé à accompagner les collectivités. C'est pour cette raison nous avons les agences de développement régional. Et ces agences de développement régional sont en train de booster les grands projets de la ville de Bamako. Aujourd'hui, nos premières mesures, ce serait de faire sortir les gros porteurs de la ville de Bamako. Tout le monde sait que les gros porteurs de la ville de Bamako aujourd'hui causent un problème. Le Premier ministre, en accord avec notre département de tutelle, a donné une vision qui nous permette d'avoir des terrains qui nous manquaient jusqu'ici dans le cadre de faire des ports secs, de réaliser des gares routières. Parce que les coopératives des transporteurs, des gros porteurs sont d'accord avec nous. Quitter la ville, nous sommes d'accord, monsieur le maire, indiquez-nous un endroit. Donc, le Premier ministre, en accord avec la tutelle, a accepté d'accompagner la ville de Bamako pour que nous puissions avoir 2 ou 3 espaces à l'est, à la sortie vers Sigasso, Ségou, à l'ouest, à la rentrée vers Kati, et à l'ouest, à la rentrée de Dakar, afin que les gros porteurs soient stationnés là-bas, qu'il y ait des entrepôts, qu'il y ait des postes de douane, qu'il y ait des banques, qu'il y ait une administration qui accompagne le dépôt des marchandises afin que les gros porteurs ne soient plus des véhicules de distribution au niveau de la ville. Quand les marchandises arrivent à Bamako, de n'importe quelle frontière, ils sont stockés dans ces entrepôts, le dédouanement est fait dans ces entrepôts et la livraison sera faite, la distribution sera faite avec les petits porteurs, ce qui permet de créer des emplois, ce qui permet d'alléger la circulation, ce qui permet d'entretenir des routes et surtout de rendre la mobilité plus fluide, de rendre la mobilité plus libre et d'éviter les gros accidents. Nous sommes en train de voir comment, parallèlement au programme municipal présidentiel que vous avez vu l'autre jour lors de Mali Invest, comment adapter ce nouveau joyau de développement urbain à la ville de Bamako. À ce niveau, Bamako se retrouvera avec des parkings modernes, Bamako se retrouvera avec des supermarchés, Bamako se retrouvera avec des routes plus larges, Bamako se retrouvera avec des espaces verts, Bamako se retrouvera avec une ville propre, parce que nous pensons que d'ici là, dans le cadre de la relecture de la convention avec Ozone, nous allons changer totalement la façon de faire et voir concrètement, au-delà de Zone, qu'est-ce que la voirie peut faire pour davantage rendre la ville de Bamako propre. Alors, pour cette élection, vous avez affaire à Moussa Mara, qui a été maire de la commune 4, ministre de l'urbanisme, de la politique de la ville, ancien premier ministre. Vous avez affaire à Issa Guino aussi, qui a été maire de la commune 4. Et vous avez affaire à Maître Demba Traoré, qui a été ministre de la République. Alors, est-ce que quand vous avez affaire à ces individus pareils, à ces gens pareils... Ce sont des candidats, comme tous les autres candidats, il y a 15 listes. Sur les 15 listes, tous ces candidats-là, pour moi, ce sont des citoyens honnêtes, des candidats que je respecte. Dans le cadre de la municipalité, je pense que je suis après de 20 ans d'expérience. J'ai été maire du district de Bamako et je suis maintenant membre de l'Association internationale des maires francophones depuis 10 ans. Je suis membre de Métropolis depuis 10 ans. Je suis membre de ce gouvernement unis locaux d'Afrique depuis au moins 12-13 ans. Je suis au niveau de l'Association mondiale des maires depuis la même année. Donc s'il s'agit de la municipalité, je suis au niveau optimum. J'ai géré le niveau optimum de la municipalité à travers le monde. Je pense qu'en réalité, j'ai honoré le Mali, c'est pour cette raison, au moment où nous étions à Rabat en 2013, j'ai été élu pour représenter toutes les villes africaines francophones
de l'Ouest africain. Et durant 3 ans, j'ai mérité cela. Et suite à ça, j'étais membre du bureau exécutif de l'Association africaine des maires. Et pour la même raison, à ma qualité, j'ai représenté l'Afrique occidentale au niveau du bureau mondial des maires. Donc à ce niveau, je ne sais pas comment un candidat, quel qu'il soit, pour parler des carrières de ces candidats, parce que j'ai eu des postes de nomination. Je vous parle d'un poste d'élection au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Je ne sais pas pour quelle raison les citoyens, des candidats maliens peuvent faire peur à d'autres candidats. On va revenir sur le foncier. Au niveau de la zone aéroportuaire, il y a souvent, on parle d'attribution du domaine à certaines personnes. On parle de la mairie du district des fois. Est-ce que vous avez un éclairage à donner par rapport à cette question? Nous avons hérité d'un lourd patrimoine foncier. La fameuse zone aéroportuaire dont on parle, il n'en est que des noms. En 2003, en 2002, je pense qu'en réalité, lorsque le président Alpha quittait le pouvoir, il avait pris 2 décrets. Le premier décret a été fait en 1999. Le premier ministre, c'était l'actuel président, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Et il y a eu un autre décret signé par le même premier ministre et le président Alpha Oumar Konaré pour réduire la zone aéroportuaire de près de 2000 hectares. Il y avait 8000 hectares en 1999 et après, le deuxième décret l'a réduit de 2000 hectares. Et ces 2000 hectares doivent être mis à la disposition de la ville de Bamako pour combler un déficit foncier. Une opportunité politique m'a fait attribuer ce dossier afin de voir dans quelle mesure les problèmes fonciers de Bamako puissent être résolus. Et c'est dans ce sens-là que, depuis 2013, la procédure est en cours, les gens ont construit, ils sont logés, et jusqu'ici, j'entends, il y a ceci, il y a cela, il y a un décret qui doit être là pour régulariser la situation, pour déclasser les 2000 hectares qui doivent être mis à la disposition de la ville de Bamako. Ce n'est pas parce qu'il y a un retard administratif que les citoyens vont être peinés. C'est des responsabilités, à un certain moment, il faut les prendre. J'ai pris les responsabilités et les gens qui en ont besoin ont été servis. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont construit, qui ont déménagé, qui n'ont pas de soucis. Quel est le message que vous avez à l'endroit de la population? Je souhaite que la population de Bamako se redonne confiance. Que la population de Bamako comprenne effectivement que dans le cadre de la décentralisation, elle a un rôle à jouer. Je souhaite que la population de Bamako comprenne que dans le cadre de la décentralisation, nous voulons que Bamako soit la meilleure des villes possibles. Que cela ne puisse se faire, que cela ne puisse avoir lieu, que si chacun joue son rôle. Ils ont des droits, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'ils ont des devoirs. Leur devoir premier, c'est lequel? Les 3000 francs qu'ils doivent payer chaque année. Je dis bien chaque année. Si le 1er janvier de l'année, ils payent les 3000 francs, jusqu'au 31 décembre, ils ne paieront plus. Une première taxe. La taxe de voirie. 3000 francs par ménage. Dans un ménage, il peut y avoir 2 ou 3 foyers. Que les gens acceptent de cotiser que de payer. Nous sommes allés à la décentralisation pour que l'administration soit davantage rapprochée des administrés. Donc il faudrait que les administrés aient confiance en l'État. Mais tout cela ne peut être réalisé qu'avec vous, les communicateurs. Faites en sorte que les populations comprennent que c'est ensemble que nous pouvons faire Bamako. Allez-y à plus de pédagogie, à plus de sensibilisation, à plus d'information. Et je suis certain, quand vous donnez la bonne information, la vraie information, les populations vont faire confiance à l'État. Et l'État va évoluer. Si l'État évolue, la ville va évoluer. Et si la ville évoluera, les populations vont vivre dans le confort. Merci, monsieur le maire du district. Merci beaucoup.